Chandra Mukherjee explique que dans certaines écoles de cinéma, les élèves s'exercent à prendre en compte les réactions d'autrui dans leurs décisions grâce à des jeux de simulation axés sur les conventions cinématographiques. Ces jeux servent de travaux pratiques parce que les élèves ne disposent pas d'assez d'équipements pour essayer de matérialiser toutes leurs idées. Ils expliquent ce qu'ils feraient s'ils réalisaient vraiment un film. Leurs condisciples imaginent les effets produits et les difficultés soulevées par telle ou telle idée en exprimant les réactions probables d'autres membres du monde du cinéma. Comme les règles que les élèves observent dans leurs jeux sont des conventions de mise en scène cinématographique, en jouant, ils s'exercent à utiliser ces conventions. Ils parlent d'une idée conçue dans leur imagination et expliquent comment elle pourrait donner matière à un film. Chandra Mukherjee rapporte le témoignage d'un élève. En fait, cette idée m'est venue là-bas, à une vente sur saisie, et je croyais que ce serait facile. Je voulais montrer les 3 sortes de gens qu'on voit à ces ventes et leur comportement. Je voulais des images des gens qui font la queue dehors, de la famille à l'intérieur qui inspecte ses biens, l'air désemparé, et des officiers de justice qui procèdent à la vente. Sur la bande de son, on entendrait tour à tour ces 3 sortes de gens, en même temps qu'on les verrait à l'image. Je pensais qu'il suffirait d'aller à une de ces ventes et de filmer tous ces éléments qu'on y retrouve chaque fois. La queue devant la maison, les hommes de loi au travail, la famille frappée de stupeur et la maison sans dessus-dessous. Vraiment, je ne vois pas pourquoi ils pensent que ça serait si compliqué. En effet, lorsque cet étudiant en cinéma avait proposé son idée dans une séance de groupe, il s'était entendu dire que son projet ne se prêtait même pas à une simulation. Un élève plus expérimenté avait fait observer que pour filmer une vente à l'encan, il faudrait plus de caméras à l'écran, plus de caméras qu'un élève ne pourrait en trouver dans le cadre de son école. Rosenblum et Karen exposent le point de vue des professionnels sur ces activités. L'importance du dialogue intérieur avec le monde de l'art devient tout aussi manifeste lorsque quelqu'un essaie de créer une nouvelle forme d'art. Si cette entreprise est si difficile, c'est précisément parce que les questions que l'on résout d'habitude en imaginant les réactions d'autres membres du réseau de coopération restent sans réponse. Le réseau de coopération n'existe pas encore, ou alors il n'est qu'à l'état d'ébauche. Aucune des méthodes de projection habituelles ne permet de prédire les réactions probables de ceux qui seront appelés à composer le public. L'absence de convention se traduit par une incapacité flagrante d'opérer les choix décisifs ou d'évaluer leurs conséquences. Quand on ne sait pas si telle ou telle décision s'est avérée judicieuse, on ne peut pas déterminer si oui ou non, il faudra choisir une autre solution la prochaine fois. Alors qu'il est si facile de se conseiller mutuellement quand on pratique une forme d'art pour laquelle il existe un système de convention et d'usage. L'une des plus grosses difficultés rencontrées par le Tactile Art Group provenait justement de l'incapacité de ses membres à déterminer s'ils faisaient un travail valable ou s'ils perdaient leur temps. Quand certains quittèrent le groupe, ils reprochèrent aux autres de réaliser des œuvres qui n'étaient pas de l'art, et même ceux qui aimaient bien leurs œuvres ne disposaient d'aucun argument critique ou esthétique pour réfuter cette accusation. Les interventions d'autrui. Les artistes à qui on attribue le mérite ou la responsabilité des œuvres sont amenés à opérer la plupart des choix qui déterminent le caractère définitif des œuvres. D'autres membres du monde de l'art influent sur le résultat en jouant un rôle dans le dialogue intérieur qui précède et accompagne le choix de l'artiste. D'autres personnes encore interviennent plus directement et opèrent des choix personnels qui contribuent aussi à déterminer l'aspect définitif de l'œuvre. Quelquefois, les artistes sont préparés à cette éventualité et ils y pensent pendant leur travail. Mais bien souvent, ils ignorent et ne pourraient sans doute pas prévoir ce que d'autres vont faire pour modifier leur œuvre, si bien qu'il leur est impossible d'en tenir compte à l'avance. Les interventions inévitables peuvent avoir lieu à tout moment, souvent après la mort de l'artiste, et produire des effets temporaires ou irréversibles. Les fabricants et les diffuseurs interviennent quand ils ne fournissent plus un matériel donné. Par là, ils interdisent certains choix aux artistes ou les obligent à gaspiller leur temps et leur force s'ils tiennent vraiment à employer ce matériel et pas un autre. Quand les principaux fournisseurs réduisent la gamme des pellicules ou des papiers photosensibles, je suis bien forcé d'exclure de mon travail tout ce que j'aurais pu faire avec le matériel devenu introuvable. Les artistes s'avisent de ces contraintes lorsque disparaît du marché un matériel auquel ils sont attachés. Par exemple, lorsqu'ils ne peuvent plus acheter de papier Agfa Record rapide. Et pourtant, ils sont toujours soumis à des contraintes de cet ordre, ne serait-ce que dans la mesure où certaines fournitures
n'ont jamais été fabriquées pour des raisons techniques ou commerciales. En revanche, dès qu'un fabricant lance un nouveau produit sur le marché, il accroît l'éventail des choix offerts aux artistes. Le système Polaroid de photographie en couleur instantanée a créé de nouvelles possibilités pour les artistes. De nombreuses œuvres d'art se présentent sous la forme d'indications qui permettent à d'autres personnes de donner une existence concrète à ces œuvres dans telle ou telle circonstance. Il peut s'agir d'une partition musicale, du texte, d'une pièce de théâtre, d'un manuscrit à imprimer, de plans pour une construction. Comme ces indications ne peuvent donner tout le détail des actions à accomplir, ceux qui les interprètent opèrent forcément des choix indépendants de la volonté expresse de l'artiste, même s'ils s'efforcent d'être aussi fidèles que possible. Certains artistes se méfient assez pour fournir des indications extrêmement détaillées qui limitent le choix des exécutants. Une partition contemporaine peut indiquer à combien de centimètres du bord le percussionniste doit frapper ses timbales. À la Renaissance, les compositeurs s'en remettaient beaucoup plus au modèle d'interprétation de l'époque, et ils pouvaient aller jusqu'à laisser le choix des notes aux musiciens d'art. De nos jours, John Cage introduit des éléments aléatoires dans ses compositions et oblige ainsi les musiciens à surmonter leur désir de ne jouer que ce qu'ils maîtrisent parfaitement. Les architectes novateurs essaient de superviser les travaux de construction pour éviter que les ouvriers ne sabotent leurs projets en revenant à des pratiques conventionnelles. Les œuvres musicales et dramatiques dont les auteurs sont morts depuis longtemps font plus facilement l'objet d'une interprétation très libre. Les metteurs en scène ont tronqué des pièces de Shakespeare ou les ont présentées en costume moderne pour mettre en évidence les analogies avec l'époque actuelle. D'autres se sont servis de pièces écrites depuis plusieurs siècles pour illustrer des thèses politiques ou philosophiques contemporaines. Les chefs d'orchestre et les musiciens exécutent souvent les œuvres baroques sur des instruments qui n'existaient pas à l'époque, éliminent les répétitions de thèmes et réinterprètent les ornements. Il arrive fréquemment que des gens se livrent ainsi à des interprétations personnelles dans l'accomplissement de tâches en apparence purement techniques et modifient sensiblement l'aspect final de l'œuvre. Comme l'explique Barbara Hardy, la ponctuation de George Eliot est très légère, libre, moderne. Par exemple, tous les points-virgules de ce passage, l'épigraphe au chapitre de Daniel de Ronda, étaient des virgules sur le manuscrit. L'imprimeur a donné un tour plus strict à sa ponctuation et il y a quelques inconséquences à parler de la lourdeur de son style, quand on ignore que cette lourdeur provient pour une part, tout au moins, d'un style de ponctuation imposé après coup. Eliot. À la suite d'une expérience analogue avec un imprimeur local, Emily Dickinson avait tout bonnement renoncé à se faire publier. Les artistes ne montrent pas au public la totalité de leur production, ils gardent pour eux les travaux inachevés tels que les brouillons, les esquisses ou des œuvres dont ils ne sont pas satisfaits et qui pourraient nuire à leur réputation. Si les artistes choisissent souvent eux-mêmes les œuvres à divulguer, des amis ou des professionnels le font parfois à leur place de leur vivant, et après leur mort, la décision incombe aux exécuteurs testamentaires. Les choix de toutes ces personnes ne correspondent pas forcément aux vœux de l'artiste, et un artiste mort ne peut plus empêcher qu'une œuvre soit présentée sous une forme qu'il ne l'a pas voulu. Max Brod n'a pas respecté les volontés de son ami Kafka, qui avait demandé que ses manuscrits inédits soient détruits après sa mort. Les critiques et les lecteurs s'en félicitent, mais c'est Max Brod qui a pris la décision de publier, pas Kafka. Brod a révélé au public l'intégralité de l'œuvre de Kafka. D'autres exécuteurs testamentaires se montrent plus sélectifs et ils exercent donc une influence plus considérable sur l'ensemble des œuvres qui représentent un artiste aux yeux du public. Prenons l'exemple d'Adjé. Jean-Eugène Adjé était acteur de théâtre et allait sur la quarantaine quand il s'orienta vers la photographie. Il acheta un appareil de grand format et entreprit d'enregistrer les multiples aspects du Paris du début du siècle. Jour après jour, il photographia des immeubles, des monuments, des vitrines, des passants, des jardins, des marchés, etc. Il accumula des milliers de clichés sur une période de plus de 30 ans. Son travail n'était connu que de quelques personnes, notamment les peintres, qui étaient ses principaux clients. Quand la jeune photographe américaine Berenice Abbott rencontra Adjé en 1927, elle jugea que c'était un photographe de génie dont l'œuvre devait être conservée et montrée. Elle lui demanda de poser pour elle. Mais quand elle voulut lui présenter les tirages qu'elle avait faits, Adjé venait de mourir. Berenice Abbott réussit à rassembler les plaques et les épreuves laissées par Adjé, les préservant ainsi d'une destruction probable.
Les œuvres qu'elle décida de faire connaître assurèrent la renommée du photographe, d'abord aux États-Unis puis en France. Pendant longtemps, sa réputation a reposé sur la sélection opérée par Bérénice Sabot. D'autres personnes ont fait par la suite des choix tout différents dans le même matériel brut. On peut citer d'autres exemples. John Zarkowski et Richard Avedon ont choisi des images parmi l'œuvre photographique que le peintre Jacques-Henri Lartigue avait constituée en amateur pour montrer une exposition importante et publier un livre. Nancy Newhall a fait connaître Ansel Adams comme le photographe de la Yosemite Valley et de l'Ouest américain en choisissant les clichés réunis dans son premier album. Les choix opérés par des professionnels du vivant de Lartigue et d'Adams étaient aussi restreints que ceux de Bérénice Sabot, et ils ont abouti au même résultat. L'artiste était représenté par un exemple d'œuvre qui reflétait le goût et les critères personnels de quelqu'un d'autre. Les diffuseurs des œuvres d'art font aussi des choix décisifs quand ils refusent de diffuser certaines œuvres, quand ils exigent des modifications préalables, ou quand, intervention beaucoup plus subtile, ils créent une infrastructure et des usages qui conduisent les artistes concernés à réaliser des œuvres adaptées à ce système. Lorsque l'industrie du disque a normalisé le 78 tours, les musiciens de jazz ont choisi aussitôt d'enregistrer les morceaux compatibles avec la durée des disques. La diffusion des œuvres plus longues était trop difficile ou pas assez rentable. Les musiques jouées en public duraient plus longtemps parce que les interprètes improvisaient d'autres variantes, mais la composition proprement dite répondait aux normes du 78 tours. Le micro-sillon vint atténuer ces contraintes. Cependant, la plupart des enregistrements continuèrent à proposer des morceaux d'une durée à peu près égale à celle du 78 tours. Les compositeurs de jazz mirent des années à exploiter les nouvelles possibilités offertes par le micro-sillon. Par exemple, Focus d'Eddie Sauter, écrivit pour le saxophoniste Stan Getz, et un orchestre à cordes, durée 48 minutes. Les conservateurs, les éditeurs, les chefs d'orchestre, les metteurs en scène de théâtre et de cinéma interviennent quand ils créent et exploitent des canaux de distribution plus ou moins bien adaptés à certaines œuvres et complètement inadaptés à d'autres. Par là, ils sélectionnent ou conduisent les auteurs des œuvres d'art à sélectionner les formules compatibles avec le système en place. La participation du public et des consommateurs au monde de l'art est certes des plus fugitives, puisqu'ils consacrent aux œuvres moins de temps que la plupart des professionnels, mais ce sont eux, sans doute, qui contribuent le plus directement à la vie et à la carrière des œuvres au jour le jour. Choisir d'assister à telle ou telle manifestation, de s'intéresser à tel objet plutôt qu'à tel autre, conserver une attitude critique à l'égard des œuvres et des spectacles fréquentés, c'est assurer de manière sélective l'existence des œuvres. N'oublions pas que l'objet de notre analyse n'est pas l'œuvre d'art en tant que réalité isolée, objet ou manifestation, mais l'ensemble des étapes de sa création et de sa recréation à mesure que les gens la découvrent et l'apprécient. D'où l'importance singulière du rôle joué par le public. Sous ce point de vue, une œuvre possède seulement les caractéristiques de ses spectateurs ou lecteurs, remarquent à telle ou telle occasion. Malgré leur réalité matérielle, ces caractéristiques n'existent pas pour les gens qui les méconnaissent ou ne veulent pas leur prêter attention. Elles apparaissent et disparaissent au gré de la perception que peut ou ne peut pas en avoir le public, pour Dieu. C'est ce que connaît le public qui fait l'œuvre, ne serait-ce que l'espace d'un instant. Aussi, les réactions sélectives du public ont-elles autant d'incidence sur l'œuvre que les choix de l'artiste et du personnel de renfort. Malraux, Eliot et d'autres encore ont fait observer que l'apparition d'une nouvelle œuvre d'art modifiait le caractère de toutes celles qui l'avaient précédée. L'analyse de Danto propose une explication à ce phénomène. La nouvelle œuvre attire l'attention sur un aspect commun à toutes les œuvres précédentes, mais que l'on ne remarquait pas parce que justement, il était invariable. Ainsi, on pourrait dire que les œuvres conceptuelles ont fait comprendre au public que la réalité physique de l'objet n'était pas une composante décisive des arts plastiques. Pour certaines œuvres, par exemple celle de Haake, l'objet matériel ne représente qu'une façon parmi d'autres de concrétiser une idée donnée. L'artiste apporte l'idée, pas l'objet. Un public qui admet ce principe regarde différemment les œuvres antérieures. Il ne les considère plus simplement comme de beaux objets, mais il y voit aussi la concrétisation de certaines idées et leur confère ainsi une dimension qu'elle n'avait peut-être pas auparavant. Dès lors, le public déplace le champ de son attention et l'œuvre s'en trouve modifiée.